Donc, il y a des rites, comme l'a dit Julie, et ça c'est très important. La créativité, elle peut se concevoir de manière individuelle, ce sont les auteurs par exemple, mais elle peut se concevoir aussi de manière collective. Et l'intelligence économique, ça va consister à faciliter toutes ces attitudes qui permettront de faire émerger des aptitudes qui sont souvent étouffées parce que nos conformismes, notre nez dans le guidon, font que nous passons à côté de collaborateurs qui pourraient mieux s'exprimer, qui pourraient nous apporter ou imaginer des solutions, mais nous ne les écoutons pas parce que nous n'avons pas le temps. Et là, il y a une question de gestion du temps. La créativité, c'est finalement une mise en scène du temps, une mise en scène du hasard. Et là, il faut un petit peu de management. Alors, ça revient au chef d'entreprise. C'est au chef d'entreprise d'imaginer des rencontres entre des gens qui n'ont pas le temps de se voir, qui n'ont aucune raison de discuter ensemble. Eh bien, le fait qu'ils se voient, qu'ils discutent ensemble, c'est la constitution d'un terreau. Alors, on n'est pas dans la programmation, on est dans cette espèce d'adaptabilité, d'intelligence qu'évoquait Julie, et donc je suis tout à fait d'accord avec sa présentation, et qui nous montre bien que nos ingénieurs ont plusieurs voies qui s'ouvrent devant eux. On est dans quelque chose d'un petit peu de philosophique, on est dans une idée. Il faut un concept au départ, il faut une imagination, et puis à partir de là, c'est le client qui imagine. Elle l'a dit, Julie. Elle a dit, on demande au client quel est le produit, quel est votre rêve, quelle est la forme que vous voudriez. On est dans une démarche platonicienne. Et c'est parce qu'on a l'idée que l'on va créer. Mais aussi une démarche aristotélicienne qui fait qu'on va demander à nos ingénieurs d'appliquer des process. Les deux ne sont pas incompatibles. L'intelligence économique, elle n'exclut personne. Elle ne fait pas de soustraction. Il y a plusieurs manières de penser collectivement et individuellement, et la créativité, eh bien, consiste à les faire se rencontrer. Je parlais de problèmes et de solutions. La pandémie, c'est une foule de problèmes graves. J'ai dit qu'il fallait les sérier. Ceux qui sont validés, eh bien, ils vont forcément trouver des solutions. Hein. Aucun problème ne résiste à un raisonnement continu, comme disait Voltaire. Eh bien, les choses n'ont pas changé. À partir du moment où on a identifié des problèmes dans le territoire où l'on est, dans l'entreprise où l'on est, ou dans l'association ou l'autre entreprise qui est à côté, on a des imaginations qui sont capables de venir régler ces problèmes-là, d'apporter des solutions. Ça aussi, c'est la créativité. Et alors, il y a l'urgence. Je crois que l'un d'entre nous qui assiste a parlé d'urgence. C'est vrai qu'il y a urgence. Eh bien, l'urgence consiste, on répond à l'urgence en tentant, en essayant de faire en sorte que toutes les intelligences individuelles qui sont concernées par le territoire et qui sont malheureusement pour certaines d'entre elles au chômage à cause de la crise, eh bien, on les réoriente vers la solution des problèmes qui ont été validés par tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Bernard, pardon, je vais rebondir rapidement. Je voudrais insister sur à quel point c'est pas quelque chose, enfin, c'est d'ailleurs dans la situation dans laquelle on est, un véritable enjeu organisationnel. Une partie de la difficulté, notamment du télétravail actuellement, que crée le télétravail, c'est la disparition des espaces interstitiels, c'est-à-dire typiquement de la sérendipité en entreprise, de tiens, prenons un café, parlons-nous 5 minutes, de ce temps où on n'a pas prévu. Actuellement, on se croise beaucoup moins, du coup, on échange de manière informelle beaucoup moins. Et tout échange, du coup, doit avoir presque une finalité. Vous allez prendre rendez-vous, donc moi, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vais vous demander pourquoi donc. Et donc, vous allez me dire, parce que je veux parler de ci, je veux parler de ça. Mais on perd en grande partie toute la fluidité de ces espaces interstitiels, et l'enjeu pour les gens qui managent des équipes d'ingénieurs, qui accompagnent des process de créativité, c'est de retrouver cette expérience-là. On teste tous beaucoup de choses depuis 1 an en présentiel, distanciel, figital, demain sans doute, mixte, dual. On a tous Toussaint qui monte par exemple ces vidéos, trouve qu'on a gagné beaucoup de qualité
sur la professionnalisation, la maîtrise de Zoom, etc. Et c'est vrai, on maîtrise de mieux en mieux les outils. Pour l'instant, en termes d'appropriation et de recréation de ces espaces de créativité, on n'a pas encore réussi. L'autre point sur lequel je voulais insister, c'est la place qu'on fait aux clients, et c'est aussi la question de la diversité des approches, de la diversité des profils. Le client en général est quelqu'un avec qui vous ne parlez pas, qui peut être interne ou externe, hein. Enfin, on n'est pas limitatif sur ce point-là. Le client, il va vous parler d'un problème, et pas forcément de la solution que lui espère y trouver, mais de comment il le règle. Et cette capacité à discuter des problèmes, des enjeux, des difficultés, de qu'est-ce qui est important pour lui, c'est un vrai atout, mais qui peut s'élaborer aussi pour la mobilisation de communautés, et notamment de communautés de créativité et de recherche. Le fait de pouvoir, par exemple, pour des outils logiciels, disposer de communautés de développeurs autour à qui vous allez expliquer le problème auquel vous allez résoudre, c'est la force de tous les modèles open source. L'enjeu pour les entreprises étant ensuite potentiellement de les monétiser, et c'est peut-être ce qui fait la plus grande différence dans nos environnements actuellement, c'est cette nécessité de diversité dans les échanges, et comme le disait très justement Bernard, de parler des problèmes plutôt que des solutions. Voilà, parce qu'effectivement, le fait de parler de la solution, lorsqu'on est en amont et lorsqu'on est dans l'intelligence créative et inventive, c'est un peu refermant. Or, par définition, l'ingénieur est quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. Généralement, quand on fait ce choix-là d'études, ce choix-là de parcours, c'est qu'on aime, souvent depuis très jeune, démonter des choses, comprendre comment les choses marchent, et on le voit, nous, au sein de ce comité, même si on s'attelle à des sujets d'intelligence économique, on tend aussi à les décortiquer, à les analyser, et à chercher quel est le problème auquel on va bien pouvoir atteler notre intelligence. Après, effectivement, il y a une étape suivante qui est généralement plus structurée et plus constructive, enfin, j'allais dire constructive, mais c'est pas le mot que je cherche, qui est une démarche un peu plus en fermeture, mais qui va permettre d'aboutir au résultat final. Voilà. Tout à fait. Non, mais je Est-ce suis qu'on a d'accord d'autres avec questions peut-être? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous m'entendez? Tout à fait. Oui, bon, je ne veux pas trop insister, mais je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Les problèmes sont très pratiques, en fait. Il y a des gigantesques problèmes à résoudre, en particulier, bon, l'énergie, l'hydrogène, etc. Il faut s'attaquer à ces problèmes. Je crois que c'est dommage de faire de théoriser à trop haut niveau. Il y a des problèmes très pratiques actuellement. Comment produire par exemple, comment capter cette énergie solaire gigantesque. J'ai fait un petit calcul. Actuellement, un champ de blé dans la Beauce, un hectare de blé dans la Beauce rapporte 1 000 € par an. Or, il reçoit par an à peu près 500 000 € de kilowattheure à 5 centimes le kilowattheure de soleil. L'écart est gigantesque. Donc, c'est tout à fait aberrant de ne pas tenter de trouver une solution intelligente et astucieuse pour résoudre ce problème. On a des ressources en énergie propre, la nature l'a résolu très intelligemment, c'est à nous à le faire. Donc, à mon avis, tous ces ingénieurs complètement, à mon avis, perdus dans la haute théorie philosophique de la théorie, de la physique théorique, devraient se concentrer sur les problèmes réels. Tout à fait. J'approuve totalement votre idée. Vous parlez de la nature. Il y a une des voies de l'inventivité qui est le biomimétisme. La nature a inventé, a innové beaucoup bien avant nous.
et vous avez raison, utiliser l'énergie solaire qui vient sur un champ de blé, c'est tout à fait judicieux. D'ailleurs, on fabrique aujourd'hui, et en France, grâce à nos ingénieurs, des routes qui utilisent la chaleur du soleil pour la restituer l'hiver, de manière à dégeler nos chaussées pour permettre finalement aux voitures de rouler dans des zones qui sont enneigées l'hiver. Tout ça grâce à l'énergie captée. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui a été inventé par des ingénieurs français dans le centre de la France. C'est quelque chose de nouveau. Hein. J'en profite pour dire que nous avons une inventivité ici qui est qui mérite largement de recevoir ses lauriers. Beaucoup de pays nous considèrent comme un pays inventif. Les mêmes d'ailleurs qui nous considèrent comme un pays inventif ne nous considèrent pas comme d'excellents stratèges. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Mais donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que Julie dit et ce que vous dites, monsieur. Il ne faut pas se perdre dans des théories, il faut venir au cas concret. Les problèmes, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Le problème de mon client, c'est pour moi aussi une opportunité d'innovation. Si je m'aperçois que mon client a certains problèmes qui jusqu'à présent ne m'intéressaient pas parce qu'ils n'étaient pas vraiment dans mon cœur de métier, mais je vais peut-être découvrir que j'ai en magasin des savoir-faire qui ne sont pas utilisés et qui me permettront de me diversifier. Vous parliez de l'hydrogène, mais ça fait des décennies qu'en France, nous avons des ingénieurs qui travaillent sur l'hydrogène. Ça fait des décennies que nous avons des astuces, que nous avons des possibilités en la matière, mais jusqu'à présent, on ne les avait pas vraiment mises en œuvre. Pourquoi? Parce que, eh bien, stratégiquement ou parce que les choses ne s'étaient pas présentées, on n'y avait pas pensé. Donc, ce ne sont pas les savoirs et les savoir-faire qui manquent. Ce qui manque, c'est le moment et l'espace où on va pouvoir les mettre en œuvre. Et ça, ce n'est pas uniquement de la technologie, c'est la rencontre entre la technologie et une politique territoriale, une stratégie. Et ça, c'est une étape qui, effectivement, qui est une étape difficile à passer. C'est dans cette étape aussi que les approches inspirées du Lean Startup et effectivement du prototypage rapide peuvent être aidantes parce qu'elles permettent de convaincre de manière plus efficace. On n'essaie pas de convaincre avec une idée, on essaie de convaincre avec une première étape, un premier élément, une première maquette. Philippe, dans le chat, nous souligne l'ouvrage de Nicolas Mainviel, effectivement, sur ces entreprises qui innovent avec les mains, qui font, que je rajouterai du coup dans les références. L'ouvrage s'appelle Maqueter. Et effectivement, Nicolas Mainviel fait partie des gens qui ont beaucoup travaillé sur ces théories-là et qui proposent énormément d'approches. Et du coup, ces approches de la construction et du prototypage rapide vont structurer des solutions. Typiquement, Renault, par exemple, cette semaine, dans son plan Renaulution, a annoncé aussi faire une place très importante à moyen terme, alors plutôt à moyen terme, dans un premier temps, ils sont plutôt sur du véhicule électrique, mais au moteur à hydrogène, parce qu'effectivement, ils sont aujourd'hui, enfin, la grosse annonce de ce plan, c'était, et d'ailleurs, on le voit, c'est en soi l'invention d'un futur possible. Le plan indique qu'en 2025, à partir de 2025, Renault ne souhaite plus produire de voitures à moteur thermique et que donc il se donne cet objectif-là. C'est un objectif qui est ambitieux, mais qui en tout cas va structurer toute une stratégie d'entreprise et qui illustre en fait comment effectivement le chef d'entreprise peut être leader dans ces approches-là en fixant ce type d'objectif. Il y a effectivement un enjeu, comme le soulignait Siam aussi, de politique d'innovation pour renforcer des formes de productivité, des formes de dynamisme économique. C'est dans cette logique que va s'inscrire le plan quantique, clairement. Et je suis d'accord sur le fait que ce sont des systèmes complexes. Emmanuel, moi, en l'occurrence, à titre personnel, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on ne peut pas opposer ce qui est théorique et fondamental d'une part et très appliqué d'autre part. Tout se nourrit
la connaissance, c'est un process. Et qu'effectivement, si on ne fait pas l'effort d'aller chercher des connaissances un peu fondamentales, c'est l'exemple du laser. Typiquement, la première fois qu'on a réussi à faire un rayon laser, il nous a ensuite, en tant qu'humanité, fallu 60 ans pour savoir à quoi ça allait bien pouvoir nous servir. Et bon, aujourd'hui, ça sert à énormément de choses, notamment des applications médicales, notamment des applications industrielles. Et il y a clairement un enjeu du fait qu'il est très difficile, et c'est un enjeu d'intelligence économique, il est très difficile de savoir quelle est la bonne connaissance à aller acquérir aujourd'hui. Il y a une approche double qui est celle soulignée d'une part par Bernard et d'autre part que moi j'ai essayé de transmettre, identifier des problèmes et identifier des connaissances. Et ce n'est pas forcément aussi lié, aussi direct qu'on aimerait tous parfois. Clairement, quand on est face à un problème, on aimerait tous avoir une solution, très très vite surtout. Et clairement, les choses prennent du temps. Après, on voit aussi une progression, une imagination de l'humanité, une imagination forte des ingénieurs et des scientifiques, une forme d'organisation certainement aussi, qui est tout l'enjeu de ces approches-là, mais on le voit bien tous aussi dans notre réflexion, dans notre production de connaissances personnelles. L'ingénieur aujourd'hui, les ingénieurs sont des travailleurs de la connaissance, ils l'utilisent, c'est à la fois leur matière première et c'est aussi leur production. Et dans ce travail de la connaissance, on a tous fait l'expérience du fait que parfois ce qui est très productif, c'est de passer du temps à rêvasser. Voilà. À rêvasser, à réfléchir, à se poser des questions, à faire des petits croquis, et puis qu'à un moment donné, les briques se mettent en place. Donc, l'enjeu est double, et on peut se référer aux travaux en gestion des organisations sur l'exploration et l'exploitation. Quelle place faisons-nous à l'exploitation, c'est-à-dire à ce qui nous est immédiatement rentable, ce qui est productif, ce qui est nécessaire, et quelle part faisons-nous à l'exploration et à la rêvasserie pour créer les futurs possibles, justement. L'expérience qui avait été proposée par Google de laisser aux gens 20% de leur temps pour des projets plus personnels est quelque chose qu'ils ont arrêté parce que c'est compliqué d'être très innovant un jour seulement par semaine. La question des espaces interstitiels, de la sérendipité est une question un petit peu clé. Et donc, voilà. Et donc, j'ai une question de Cyril sur comment les ingénieurs... Tout ça. Oui, je voulais juste réagir sur la communication, parce qu'on parlait de Zoom. Probablement, cette crise a permis de prendre conscience que les systèmes dits ubiquitaires doivent prendre toute leur part dans la communication du futur, mais on a réfléchi depuis longtemps, et ça remonte à une trentaine d'années, à des systèmes différents d'ubiquité. Par exemple, Orange a testé dans son centre à Issy-les-Moulineaux un certain nombre de murs qui permettent en fait d'avoir une pièce, mais la moitié de la pièce est occupée par une autre pièce qui se trouve quelque part ailleurs dans le monde, et il y a un mur et on voit des deux côtés de la pièce ce qui se passe dans l'autre partie du monde. Et donc, c'est des expériences de rapprochement d'un certain nombre d'individus autour de deux machines à café, dont l'une se trouve en Chine et l'autre se trouve à Issy-les-Moulineaux, et qui permet d'approcher les gens. Et comme on est comme dans le réel, c'est-à-dire de pied en cap, on peut davantage discuter parce qu'on a besoin de ce contact visuel. Et on a réfléchi à tout un tas de choses comme ça. Simplement, les systèmes ubiquitaires, ils ont une trentaine d'années, pas plus. Donc, on les a beaucoup théorisés, mais maintenant on commence à en voir la pratique. Il faut à peu près 30 ans pour qu'une technologie commence à voir le jour. L'ARN messager, c'est encore plus loin.
Et je prendrais par exemple quelque chose que j'ai vu il y a pratiquement 40 ans au parc, donc au Palo Alto Research Center de Rank Xerox, l'ex R&D Corporation. Au Palo Alto, il y avait l'encre électronique. Donc, on voyait les premières liseuses qui commençaient à arriver. Il a fallu 40 ans pour que ça arrive dans le public. Bon, qu'est-ce qui manque à ces liseuses? Il manque qu'elles ne sont pas en couleur, elles ne sont pas au format A4, elles sont encore très lourdes et elles ont plein d'inconvénients. Mais petit à petit, on voit bien que ça remplace progressivement le papier. Et je ne suis pas d'accord avec Stefan Zweig quand il dit le futur ne nous offrira jamais ce que le passé nous avait offert. Il a fini par se suicider à Petropolis, c'est autre chose, mais le futur peut évidemment offrir davantage, et notamment en inventivité, mais laissons-le aussi avoir son temps de développement, parce qu'il y a d'une part le développement qui est celui des ingénieurs, hein, la tablette A4 dont on rêve tous, en encre électronique avec une réactivité importante, elle existe déjà, mais elle vaut 200 ou 300 000 euros, donc ce n'est pas la peine de la proposer actuellement au grand public. Donc, il y a ces choses-là. Et quelquefois, dans la recherche, il y a le hasard. Pasteur disait que le hasard ne favorise que les esprits préparés. C'est bien vrai. Dans le hasard, on arrive aussi à avancer en créativité. Mais il faut être préparé et il faut voir les choses. Si quelqu'un avait eu les intuitions einsteiniennes au Paléolithique, ben, ça n'aurait pas servi. Il faut que ce soit au bon moment et dans les bonnes circonstances, et que la société soit prête à accepter ce changement. Aujourd'hui, ce que fait la pandémie, c'est qu'elle nous force à aller de l'avant sur certains sujets, dont la communication. On est obligé de communiquer parce qu'on n'a plus d'autres moyens, on ne peut pas sortir de chez soi. Bon, ou si on peut sortir, c'est avec beaucoup de restrictions. Donc, on peut se parler, c'est vrai qu'il faut prendre rendez-vous, c'est vrai qu'il faut faire des choses, mais on apprend, et en même temps, la société, le point de vue philosophique de la chose évolue. C'est-à-dire que c'est aussi une créativité dans le domaine de la sociologie. Cette crise va nous apprendre beaucoup en sociologie. Et ça sera, et en interaction, Jean-Michel disait que la prochaine crise serait probablement psychiatrique. Donc, j'espère que non, mais la psychologie, la psychiatrie et la sociologie auront fait des efforts considérables. Il n'y a pas que la partie des ingénieurs qui est concernée, il y a aussi toute la partie de la pensée humaine qui se modélise et qui trouve de nouvelles approches dans la façon de communiquer. Voilà, c'est tout un petit... C'est un petit peu l'enjeu clé, effectivement, de l'innovation technologique aujourd'hui. On voit beaucoup dans les travaux de prospective que souvent, effectivement, quand on voit la manière dont les gens se projetaient autour de 1900 dans le futur, quand on voit, par exemple, certains dessins animés futuristes des années 70-80, on voit qu'il y a une imagination autour de la technologie, il y a une imagination autour des voitures volantes, autour de systèmes automatisés, mais il y a moins d'imagination sur ce que la société pourrait être, et c'est effectivement un des enjeux qui va être plus global et qui permet aussi de répondre sans doute à la question de Cyril sur comment les ingénieurs peuvent apporter leur intelligence inventive au pouvoir public. Il y a différentes options. On voit des approches, je pense particulièrement pour ceux qui l'auraient vu au jeune homme qui a créé Covid Tracker. C'est un jeune ingénieur d'une école de Nancy
qui s'est saisi des données publiques et qui en a fait ce qui est aujourd'hui certainement en open data un des meilleurs suivis de tous les indicateurs de la pandémie, et qui a aussi contribué largement à influencer la politique d'open data du gouvernement autour de la vaccination, puisqu'il a refusé d'être la seule personne informée des enjeux vaccinaux et des nombres notamment, puisqu'en fait le ministère qui l'avait repéré, le cabinet du ministre l'appelait tous les soirs en disant voilà, le chiffre qu'on a aujourd'hui c'est ça. Et donc, il récupérait des données comme ça. Il a fait ça pendant 3 jours, et puis ça ne lui allait pas. Pas parce que les chiffres lui convenaient pas, parce que voilà, mais parce qu'en fait, c'était pas dans la vision qu'il a d'une société autour de la donnée ouverte, parce qu'il est très engagé sur ces questions-là. Et donc, il leur a dit, en fait, je ne prends plus les chiffres, je prendrai les chiffres quand vous les publierez pour tout le monde. Ce qui n'est pas une question facile. Ça nécessite effectivement une mise en place de process et une forme de réactivité. Depuis, on a des données ouvertes sur la vaccination, et je vous invite à regarder son travail. Ouais, c'est une très très belle synthèse, lisible par tout le monde, effectivement. Ouais. Oui, je te confirme. Jean-Michel, je te donne 30 secondes, parce que sinon, oui, tu ne seras pas à l'heure. C'est pas grave. Oui, je te confirme, Toussaint, la prochaine vague est bien psychiatrique, et elle commence. Et tous les professionnels l'aperçoivent aujourd'hui dans une vraie réalité. Oui, Julie, ce qui était bien, c'est que dans cet espace qui va du rêve vers les réalités, de la théorie vers la pratique, et sans jamais effectivement opposer théorie et pratique, tu places bien évidemment au centre de l'intelligence économique et stratégique l'homme, le professionnel, et sa capacité effectivement à agir. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, et ce que tu as fait là est une conférence de management stratégique, il ne peut pas y avoir d'intelligence s'il n'y a pas effectivement l'homme pris dans toute la confiance qu'on peut lui donner. Voilà. 30 secondes. Les hommes et les femmes, j'insiste toujours, comme certaines le savent. Du coup, il est 13h31. Je vous remercie tous et toutes énormément de votre participation et de votre attention.